Oh, c'est quoi ce bruit? Oui, chers spectateurs, ce sont les tambours de la guerre qui résonnent fort là-bas dans le golfe Persique, plus fort qu'ils ne l'ont jamais fait auparavant. Depuis que les États-Unis ont envahi l'Irak en 2003, Washington inonde la région avec autant de matériel qu'il peut se permettre d'en envoyer, ce qui, sans grande surprise, représente vraiment énormément de matériel. Mais si quelqu'un s'attend à revivre complètement 2003 avec quelques soldats au sol, une invasion et une occupation classique, il risque d'être déçu. Parce que ce déploiement n'inclut pas, à savoir, de forces terrestres. Il est clair que, quoi que Washington envisage d'accomplir en Iran, ils veulent le faire par une approche aérienne et maritime. Rien à voir avec les précédentes aventures au Moyen-Orient, où les forces américaines se sont enlisées plus d'une décennie. La question est de savoir si cela suffit, si la puissance aérienne à elle seule peut briser un régime iranien qui a passé un demi-siècle à résister précisément à ce type de pression. Mais ce régime pourrait aussi être plus près de l'effondrement que jamais. La diplomatie de la canonnière maintenant, lorsque les États-Unis ont frappé l'Iran pour la dernière fois, en juin 2025, l'opération visait à infliger des dégâts très précis, à envoyer un message, puis à mettre fin à l'opération. Midnight Hammer a largué 14 bombes anti-bunker GBU-57 sur les installations nucléaires souterraines de l'Iran à Fordo et Natanz, avec plus de 2 douzaines de missiles Tomahawk frappant l'installation d'Ispahan. Pour rééquilibrer les choses, le Pentagone a estimé que la frappe avait retardé leur programme nucléaire d'environ 1 à 2 ans, bien que d'autres analyses ayant fuité aient donné une vision moins optimiste de la situation. Quoi qu'il en soit, le message n'était pas contesté. Il s'agissait d'une véritable escalade majeure qui montrait que l'usage de la force était bel et bien une option, d'une manière qui aurait été impensable auparavant. Ce que les États-Unis rassemblent actuellement dans la région ne partage presque aucune de ces caractéristiques. Et les différences qu'en y sont révélatrices. Deux groupes aéronavals, l'Abraham Lincoln déjà sur place et le Gerald R. Ford. Redéployés depuis l'opération au Venezuela, transportant à eux plus de 50 avions de combat et une infrastructure de soutien qui en dit long sur le type d'opération que celle-ci est conçue pour soutenir. Cette évolution reflète aussi des leçons difficiles tirées auparavant. En juin, lors de la guerre, l'Iran a lancé plus de 12 missiles sur la base aérienne d'Al-Udeid au Qatar, dont la majorité a été interceptée par les batteries Patriot américaines et qataris. Trump, fidèle à lui-même, a jugé cette réaction très faible, mais en a tout de même percé la condescendance présidentielle. Par ailleurs, la vitesse à laquelle les États-Unis ont épuisé leur stock d'intercepteurs a alarmé les planificateurs. Washington a ainsi prépositionné ses systèmes de défense antimissiles les plus avancés dans toute la région pour parer toute représaille future. Et pourtant, malgré cela, il y a un élément complètement absent de tout cela. La comparaison importante ici n'est pas le Midnight Hammer, mais la montée en puissance avant la dernière grande guerre américaine dans la région. Bien que cela puisse être la plus grande concentration aérienne depuis l'invasion de l'Irak en 2003, il manque complètement la composante terrestre. À l'époque, les troupes et blindés américains ont été déployés au Koweït et sur les bases alliées durant des mois de préparation, formant une coalition dépassant 250 000 d'hommes. L'intention était claire, ils interviendraient avec force et détermination. Rien de tout cela ici. Personne à Washington, même parmi les voix bellicistes de l'administration, ne propose sérieusement une guerre terrestre. Encore moins une situation comparable à la montée en puissance en Irak en 2003. Alors, que prévoit exactement Washington avec cette campagne aérienne ? Le plan d'action. Bon, petite confession. Malgré nos demandes répétées, nous n'avons toujours pas été ajoutés à ce fichu groupe Signal. Donc tout ce qui suit est basé sur notre analyse de la situation, plutôt que sur des informations privilégiées. Cependant, Exet, si tu regardes ça, que dirais-tu d'une petite invitation discrète ? Tu sais que tu en as envie maintenant. Groupe Signal ou pas groupe Signal ? On va faire de notre mieux pour évaluer les options ici. Trump a déclaré hier qu'il prendrait sa décision dans les 10 jours à 2 semaines, ajoutant que les États-Unis allaient obtenir un accord. Ou alors ce sera malheureux pour eux. Il a clairement exprimé sa préférence pour un changement total de régime, affirmant qu'un nouveau gouvernement serait la meilleure option pour l'Iran. Il a aussi cherché une solution diplomatique plutôt qu'une action militaire. Et écoutez, ce n'est pas vraiment le genre de négociation où tout le monde s'assoit pour trouver un compromis. Je veux dire. En réalité, l'approche de Washington se résume à « capituler ou on vous bombarde la gueule ». Mais un article du Wall Street Journal publié le même jour a révélé que les délibérations internes de l'administration ne reposent pas sur un simple choix entre la diplomatie et une campagne de changement de régime à grande échelle. Des conseillers principaux ont présenté à Trump des options progressives, de modestes à plus intenses, dans une frappe limitée initiale visant quelques sites militaires ou gouvernementaux conçus comme une sorte de coup d'envoi.
et si Téhéran refuse toujours leurs exigences. Ensuite, les frappes s'intensifieraient et deviendraient une campagne soutenue de plusieurs semaines contre les installations du régime que cette montée en puissance est clairement conçue pour soutenir. Mais l'administration a récemment un exemple de la façon dont elle souhaite que cela se passe. La comparaison n'est valable que dans une certaine mesure. Ce n'est pas une analogie parfaite. Mais le Venezuela plane largement sur toute cette opération potentielle, surtout si les choses commencent à s'envenimer. Les forces américaines ont capturé Nicolás Maduro lors d'une opération chirurgicale. Ils ont identifié sa vice-présidente, Delcy Rodríguez, comme quelqu'un prêt à coopérer avec eux et ont travaillé au sein de la structure du régime existant. Au lieu de le renverser totalement, cela a jusqu'ici partiellement fonctionné. Rodríguez libère près de 450 prisonniers politiques sous pression américaine. Il a promulgué une loi d'amnistie couvrant près de 30 ans de poursuites politiques et ouvert largement le secteur pétrolier vénézuélien depuis l'arrivée de Chavez au pouvoir. Même si ce n'est pas un moment comparable à la chute du mur de Berlin, Rodríguez demeure très impopulaire et le pays reste loin d'une transition démocratique. C'est un véritable progrès. Plus précisément, c'est un progrès qui a été réalisé sans renverser le gouvernement déjà en place. L'opération du Venezuela a réussi, en grande partie parce qu'il s'agissait, au moins en partie, d'un régime personnaliste dans lequel tout l'État servait essentiellement au bon vouloir de l'homme au sommet. Après le départ de Maduro, Rodríguez a rencontré peu d'opposition pour appliquer les changements réalisés. L'Iran visait à ce que, bien que le guide suprême détienne certainement une bonne part du pouvoir, le corps des gardiens de la révolution islamique dispose d'une autonomie significative et ne sera pas particulièrement enclin à simplement céder en cas de prise de contrôle hostile. Le système iranien a été spécifiquement conçu pour éviter que les radicaux ne perdent le pouvoir. Il distribue l'autorité entre plusieurs institutions qui se chevauchent afin qu'aucune destitution ne puisse faire tomber la structure. Même le secrétaire d'État, Marco Rubio, a déclaré devant le Congrès, je cite, « Personne ne sait », fin de citation, qui prendrait le relais en cas d'effondrement du régime. Bien que cela n'inspire guère confiance dans la planification de Washington. Mais il s'avère que des hauts responsables au sein du gouvernement iranien ont adressé presque exactement le même avertissement, non pas au Congrès, mais directement au guide suprême lui-même. Et avant que nous n'abordions les fissures qui apparaissent dans le régime iranien, avez-vous besoin de faire une petite pause pour discuter de quelque chose d'un peu moins urgent et, espérons-le, beaucoup plus agréable ? Warfront est notre abonnement pour ceux qui veulent explorer plus en profondeur les grandes histoires que nous n'avons pas toujours le temps d'aborder sur la chaîne principale. Chaque semaine, nous publions 2 vidéos et 2 articles exclusifs de nos experts. Récemment, nous avons proposé une analyse sur pourquoi le temps presse pour l'Iran et une vidéo sur le sort des manifestants iraniens après leur arrestation. Cependant, soyez prévenus, celle-ci n'est vraiment pas à regarder. Mon Dieu. Si vous aimez notre chaîne principale et souhaitez approfondir les histoires sans qui façonnent notre monde, vous adorerez notre contenu. Chez France, c'est Fransco. Je reçois 2 vidéos par semaine pour seulement 5 $ par mois. Et maintenant, retour à la cocotte minute qu'est l'Iran moderne. L'Iran craque de l'intérieur. Bien que nous ignorions les conséquences d'une action de Washington, il serait négligent de ne pas le mentionner. Le régime est préoccupé, c'est le moins qu'on puisse dire. 4 responsables iraniens actuels ont déclaré à Reuters début février que des hauts responsables s'étaient rendus directement auprès de Khomeini pour lancer un avertissement. La colère publique face à la répression récente avait atteint un point où la peur ne fonctionnait plus comme un moyen de dissuasion. Si des frappes américaines s'ajoutaient à la reprise des manifestations, le système pourrait s'effondrer, comme évoqué dans nos récents épisodes sur la crise intérieure en Iran. L'ampleur des événements de fin décembre et janvier était inédite dans l'histoire de la République. Avec au moins 7000 morts et plus de 50 000 personnes arrêtées lors de la répression des manifestations, certaines estimations du nombre de morts dépassant 30 000 en seulement 48 heures, les troubles visibles se sont atténués depuis la mi-janvier, mais ils ont changé de forme. Au lieu de marquer la fin, les cérémonies de deuil de 40 jours, tradition chiite marquant la fin de la période de deuil, ironiquement, cette tradition a aussi contribué à la révolution de 1979 qui a instauré ce régime. Elles sont devenues des foyers de tension récurrents que le gouvernement peut anticiper des semaines à l'avance, mais qu'il semble incapable de prévenir. Lorsque les commémorations pour ceux tués le 8 janvier ont eu lieu, les 17 et 18 février, des manifestations ont éclaté dans au moins 7 provinces. Les forces de sécurité ont tiré sur les personnes en deuil à Ilam, tandis que le syndicat des enseignants iraniens a lancé une grève nationale de solidarité. Pendant ce temps, à Abdanan, des centaines d'autres personnes sont venues, malgré une coupure totale des communications. Ils ont envahi les rues de klaxons et de slogans anti-régime jusqu'à ce que les forces de sécurité tirent de nouveau. Mais au lieu de s'attaquer aux problèmes qui alimentent tout cela, le régime a braqué ses viseurs vers sa propre classe politique. Dans la plus grande purge de politiciens réformistes depuis
2009. Azar Mansouri, chef du Front réformiste et conseillère du président Khatami, a été arrêté devant sa porte par les services de renseignement du CGRI plus tôt ce mois-ci, après avoir publiquement condamné les meurtres et rejeté la version officielle qualifiant les victimes d'émeutiers. Par ailleurs, un ancien député nommé Ali Shakor Eraad a été placé en garde à vue quelques jours plus tard après la diffusion d'un enregistrement divulgué dans lequel il affirmait que les institutions de sécurité avaient délibérément injecté de la violence dans la situation afin de légitimer leur répression. Au moins 7 réformistes éminents ont été arrêtés et 7 autres convoqués au tribunal. Parallèlement, les arrestations et exécutions de civils ont fortement augmenté. Au moins 58 détenus ont été pendus rien qu'entre le 14 et le 17 février. Pendant ce temps, les procès expéditifs des tribunaux révolutionnaires ont commencé, condamnant à mort les participants au soulèvement de janvier à un rythme sans précédent. Et ils ciblent depuis longtemps les enfants. Washington, pour sa part, semble interpréter la situation comme quelque chose qu'il peut utiliser à son avantage. Des responsables américains ont confirmé au Wall Street Journal l'envoi secret d'environ 6000 terminaux Starlink en Iran lors des protestations, permettant aux manifestants de contourner la coupure d'Internet. Les médecins ont signalé des chiffres bien supérieurs au bilan officiel. Le régime a répondu par des perquisitions et des sanctions pénales. Mais la logique reliant cette opération aux groupes aéronavals au large est assez simple. Dégrader l'infrastructure du régime depuis les airs tout en maintenant la population connectée depuis le sol. Et parier que cette combinaison génère le type de pression interne que la seule puissance aérienne n'a jamais réussi à produire. Stratégie basée sur l'idée que la République islamique n'a jamais été aussi proche de s'effondrer. Avec la bonne pression, il ne serait peut-être pas nécessaire de l'envahir pour qu'elle s'effondre. Mais le fait que Washington mette cette théorie à l'épreuve dépend d'un élément qui, jusqu'à présent, a reçu beaucoup moins d'attention. L'ultimatum, malgré toutes les discussions sur une attaque américaine imminente contre l'Iran. L'un des aspects les moins reconnus de l'approche de Trump jusqu'à présent est à quel point il a constamment privilégié la diplomatie. Souvent, aux grandes dames visibles d'Israël, qui n'a cessé de le pousser à passer directement aux frappes depuis le début. Même si on ne peut pas vous reprocher de ne pas associer la position actuelle de Washington ou Donald Trump au pacifisme. L'administration a néanmoins choisi de poursuivre le dialogue. Bien qu'elle ait pu bombarder l'an dernier durant la guerre de 12 jours entre Israël et l'Iran, la Maison-Blanche a poussé Netanyahou à stopper les frappes et à poursuivre les négociations. Lorsque Jérusalem s'est montré peu enthousiaste à cette idée, Trump a pris les devants sur les deux parties et a simplement déclaré qu'un cessez-le-feu était en vigueur, publiant publiquement au nom d'Israël que la campagne était terminée. Mais cela remonte à presque 1 an maintenant. Et le renforcement militaire qui plane désormais sur ces négociations semble exister précisément parce que cette patience semble toucher à sa fin. Mais l'accord que Washington exige n'a absolument rien à voir avec celui qu'Obama avait conclu avec Téhéran en 2015. Et les chances de voir un accord similaire se répéter sont pratiquement nulles. Cet accord, limitant l'enrichissement mais laissait intacts les programmes militaires et les forces par procuration de l'Iran, est considéré par l'administration actuelle comme ayant directement permis les mêmes menaces qu'elle tente de démanteler aujourd'hui. Selon Washington, l'allègement des sanctions a contribué à créer les conditions ayant permis le 7 octobre. Donald Trump veut plutôt un accord qui couvre les 3 volets, des restrictions nucléaires vérifiables, des limites sur le programme de missiles balistiques et la fin du soutien aux groupes armés dans la région. Des hauts responsables ont publiquement exclu toute option moindre, et le renforcement militaire au large existe en grande partie pour rendre cette position crédible. Téhéran a catégoriquement rejeté 2 de ces 3 points, affirmant que ses missiles et ses alliés régionaux sont essentiels à sa défense nationale, sans accorder de place aux négociations. Le maximum qu'un responsable iranien nommé ait proposé, c'est de diluer l'uranium enrichi de 60% à 20% en échange de la levée totale de toutes les sanctions. Et voyez-vous, cela n'est même pas dans la même stratosphère que ce que Washington considère comme le strict minimum requis pour un accord. C'est là que l'option militaire graduée entre en jeu, non pas comme une alternative à la diplomatie, mais comme le mécanisme d'application qui la soutient, si Téhéran n'accepte pas ces 3 points. Et d'après ce que nous pouvons voir, il est extrêmement probable que les frappes commenceront si Téhéran n'accepte pas ces 3 points. Si ces frappes ne produisent que pas l'effet escompté, elles s'intensifient. Et elles continuent pensant de s'intensifier jusqu'à ce que le régime accepte les conditions américaines ou cesse d'exister sous une forme capable de les rejeter. Est-ce que cela pourrait réellement fonctionner ? Et la réponse honnête, c'est que oui, c'est possible. Le régime dont les hauts responsables avertissent en privé le guide suprême que la prochaine crise pourrait tout faire tomber n'est pas en position de force.
Ajoutez à cela des frappes aériennes continues sur une population difficilement maîtrisée par le régime, et il n'est pas difficile d'imaginer où cela pourrait mener. Mais il y a une autre question qui mérite d'être posée ici, étant donné ce qui sera en jeu. Washington devrait-il emprunter cette voie ? Que se passe-t-il si cela ne fonctionne pas ? Toute la stratégie graduée repose sur l'hypothèse qu'à un certain moment de l'escalade, la douleur deviendra si insupportable que Téhéran sera obligé de capituler. Cependant, la validité de cette hypothèse dépend de plus en plus de la personne interrogée. Et sur cette question, les spécialistes de l'Iran sont véritablement et profondément divisés. L'argument pour les frappes repose sur une lecture simple de tout ce que nous avons expliqué dans cet épisode. L'Iran est plus faible que jamais, et une force militaire soutenue contre un système déjà fragilisé par des manifestations de masse pourrait le faire céder. Les analystes d'institutions qui ont un véritable poids dans la politique de Washington, de l'Institut de Washington à l'American Enterprise Institute, soutiennent depuis environ 1 an que ces vulnérabilités actuelles représentent une opportunité unique qui ne se reproduira pas de sitôt. D'autres ont soutenu que tenir bon ne serait une voie viable que si ce sont les États-Unis qui cédaient devant les premiers, ce que l'Iran semble considérer comme une réelle possibilité. De plus, ils affirment que ne pas donner suite aux menaces. À ce stade, étant donné les attentes claires que Trump et Rubio ont constamment exprimées, cela convaincrait Téhéran qu'il peut défier Washington indéfiniment. Le camp opposé. Des gens comme ceux de Chatham House examinent la situation et en tirent une conclusion très différente. Que la République islamique a passé près d'un demi-siècle à construire toute sa raison d'être ? Tenir tête à Washington, quel qu'en soit le prix pour ses citoyens, et il faut leur reconnaître cela. Ils s'y sont tenus tout du long. Des concessions de l'ampleur que recherche Washington s'appareillent en tout cela à un moment où le régime n'a jamais eu aussi peu de légitimité aux yeux du peuple iranien. Il ne s'agit pas seulement d'objections théoriques. Le premier mandat de Trump a imposé au pays les sanctions les plus sévères avec une campagne de pression maximale. Cela n'a permis aucune concession significative sur les 3 questions à nouveau sur la table. Pourtant, il est presque certain que le régime suit ce même schéma. Nous devons noter à quel point la situation ici diffère de celle du premier mandat de Trump. Il y a aussi la question de savoir si une campagne aérienne seule pourrait suffire à produire le résultat souhaité. En écrivant sur X il y a quelques jours, Osint Defender a donné son avis, je cite. « Malgré le renfort aérien, aucun mouvement notable de troupes au sol ou de forces spéciales n'a été observé dans la région. Cela suggère que seule une campagne aérienne américaine se prépare, insuffisante pour renverser le régime ou installer un nouveau gouvernement en Iran. » Fin de citation. Ce que nous pouvons affirmer, c'est que le statu quo en Iran touche déjà à sa fin. La question est de comprendre pourquoi le régime d'il y a 10 ans, doté d'un réseau de supplétifs efficace et tant vanté, d'une dissuasion crédible et d'une légitimité suffisante face aux troubles, a disparu aujourd'hui. Ce qui reste, c'est un gouvernement qui a prouvé qu'il est prêt à déployer cette même force par procuration à l'intérieur du pays. Tuer pour traverser une crise et rester au pouvoir, c'est une sacrée différence que les frappes américaines accélèrent l'heure des comptes ou la retardent en offrant au régime l'ennemi extérieur dont il a désespérément besoin. C'est une question à laquelle personne ne peut répondre avec une totale certitude, mais la décision approche et nous ne manquerons pas de vous tenir informés dès qu'elle tombera. Merci de nous avoir regardés.